Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente comment on vit sur un bateau de course, que ce soit en solitaire ou en équipage. Il y a quelques petites différences, surtout sur le sommeil. Sur le reste il n'y a pas grande différence, mais surtout sur le sommeil qu'il y a des petites différences. Mais du coup aujourd'hui je vous présente comment on vit sur un bateau de course, que ce soit le Vendée Globe, la solitaire du Figaro, donc un IMOCA, un Figaro 3 ou un trimaran ultime. Donc je vous présente ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne, vous êtes les meilleurs. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour rejoindre ma communauté. Du coup on commence tout de suite avec le sommeil en course au large. Alors on commence par un point super important sur un bateau, c'est le sommeil. Le sommeil c'est super important pour rester lucide, pour prendre des bonnes décisions et pour pouvoir gérer ses émotions. Sur un bateau, en solitaire, les skippers ne dorment pas comme à terre. À terre, on dort 6 heures, 7 heures, 8 heures d'affilée, ça dépend de ce qu'on peut faire. En mer, en solitaire, on peut pas faire ça. Faut surveiller sa route, faut surveiller ses réglages. Donc les skippers dorment par phase de 10 minutes pour les courses les plus intenses, on va dire. Par exemple la solitaire du Figaro. Sur les courses comme le Vendée Globe, ça va plutôt être des tranches de 20 minutes, une demi-heure, voire même une heure à certains moments, voire des fois un peu plus. C'est un peu plus rare ça, mais ça peut arriver que ce soit un peu plus dans des endroits où il n'y a vraiment pas de danger, où le vent est ultra stable, ça peut arriver. Mais c'est pas la majorité des cas, c'est souvent plutôt une heure. Une heure ça peut être à peu près bien. Et vraiment quand tu es en mode compète, comme actuellement Johan Richomme et Charlie Dalin, je pense qu'on est plutôt sur des siestes de 30 minutes, 20-30 minutes, plutôt en mode solitaire du Figaro quoi. Comment ils font pour dormir aussi peu? Bah en fait ils se sont habitués, ils ont habitué leur corps à faire ça. Et ils ont, certains, ils ont été voir des médecins du sommeil avec lesquels ils ont analysé en fait leur cycle de sommeil pour savoir à quel moment le fait d'aller dormir allait être le plus réparateur pour eux. En fait c'est comme ça qu'ils font. Ils vont voir un médecin du sommeil. Ils passent une nuit là-bas, généralement, ou 24 heures là-bas, avec des électrodes sur le corps et tout ça. Et ça analyse, en fait, leur cycle de sommeil. Et à quel moment c'est le mieux pour aller dormir, pour que ça répare vraiment. Pour que ce soit vraiment un sommeil réparateur. Donc voilà comment ils font en solitaire. En équipage, c'est un peu différent. Puisqu'en équipage, on est plusieurs sur un bateau. On peut faire des quarts. Donc les quarts, c'est 4 heures, grosso modo. Généralement, c'est 4 heures, il y en a qui font 2 heures. Mais ça peut être 4 heures de sommeil, 4 heures sur le pont. Alors des fois ça peut être 4 heures de sommeil, 4 heures en veille sur le pont et 4 heures en semi-veille. En gros on est un peu en off quoi. Enfin c'est 4 heures, en gros on va dire 4 heures pour dormir, 4 heures où on règle le bateau, où on barre, et 4 heures où on aide aux manœuvres si besoin. Et sinon on est un peu là en mode on mange, on fait le reste quoi. C'est un peu le truc en équipage généralement. C'est comme ça que ça se fait. Pour dormir, dans quoi dorment les skippers? Alors, certains dorment dans des poufs, comme vous pouvez le voir là en image. Alors, c'est plutôt sympa les poufs en vrai. Par exemple, sur la solitaire du Figaro, beaucoup dorment dans des poufs. Moi, j'ai testé sur un Figaro 3 et c'est plutôt confortable, on est bien installé. Mais c'est vrai que sur un tour du monde, c'est... d'un moment, ça devient quand même compliqué quoi. Mais je sais que certains skippers dorment beaucoup dans des poufs comme ça. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Par contre, quand on dort dans un pouf comme ça, on n'est pas attaché. Et donc du coup, il faut mettre un casque. On voit souvent les skippers avec des casques. Là, on voit Clarisse Kremer avec un casque. Il faut savoir que les bateaux de maintenant sont devenus ultra violents. Ils accélèrent, ils décélèrent très vite. Donc ils ralentissent très vite. Ils butent dans les vagues des fois. Et donc du coup, les skippers peuvent faire des vols planés dans le bateau. Alors ça, c'est quand ils sont soit dans un pouf. Et les poufs du coup viennent un peu à diminuer à cause justement de ça. Ou dans leur bannette s'ils n'ont pas de ceinture de sécurité. Maintenant il y a même des skippers qui ont des ceintures de sécurité dans la bannette. Je vais vous montrer ce que c'est une bannette juste après. Pour éviter d'être éjecté. Sinon il y en a aussi qui mettent des filets ou de la mousse à l'avant. Comme ça si ça décélère, le bateau ralentit. Et en fait les pieds tapent dans la mousse et ils se cassent rien. Mais pour vous dire à quel point c'est violent. Il y en a aussi qui dorment dans leur siège. Il y en a qui dorment dans leur siège de veille. Là, c'est le siège de veille de Massif. Donc du bateau de Charlie Dalin. Donc vous voyez un siège de veille qui est complètement moulé
à la forme du corps de Charlie. Et donc du coup là-dedans ils sont normalement très bien installés. Donc on peut faire des siestes à ce moment-là. Là ça va plutôt être des petites siestes. Pour faire des petites siestes de 10-15 minutes, on va pouvoir dormir ici. Sachant que Charlie en plus a un système sur son bateau. Je pense que ça va finir par arriver sur d'autres bateaux. Je sais pas s'il y en a sur d'autres bateaux. Mais si c'est pas encore le cas, je pense que ça va finir par arriver. Un système de lumière à l'intérieur de son bateau qui va simuler en fait le coucher du soleil, le plein jour, le lever du soleil. Enfin, il y a plein de différentes lumières pour favoriser en plus le sommeil. Vous voyez à quel point on va chercher loin, tellement le sommeil c'est important, à quel point on va chercher loin la petite chose qui peut faire la différence quoi. Et donc là on le voit pas, mais normalement sur son baquet, on doit avoir aussi des ceintures. Certains ont des ceintures, je crois que Charlie en a. Donc des ceintures pour éviter que si le bateau plante, bah éviter de faire un vol plané quoi. Sinon, on a donc du coup un autre siège je vous montre un autre siège baquet. Alors là vous voyez c'est assez différent. C'est un bateau totalement différent, c'est un bateau de la génération 2008. Mais vous voyez là un siège baquet. Donc pareil on peut faire des siestes dedans. Là c'est un bateau à dérive mais ça peut quand même être assez violent. Donc on peut mettre aussi une ceinture de sécurité. Et voilà ce que c'est une bannette. Donc là c'est la bannette du bateau de Sébastien Simon. Donc pareil un foiler, donc un bateau qui peut planter fort. Et donc vous voyez là par exemple là ici on a une petite cale ici là justement pour que si ça plante, boum, on est calé. Vous voyez là les petites ficelles là c'est pour relever la bannette. On peut se caler à la gîte parce que le bateau penche. Donc on peut se caler avec ça en relevant un petit peu. Et sur certains bateaux, notamment les Figaro, il y a ça, mais ils s'en servent pas. Ils s'en servent pour faire du matossage avec. Donc ils mettent tout le matériel dedans et vroom, et ils se servent des manettes en fait pour matosser. Donc pour mettre tout le matériel et faire du poids en haut du bateau quoi. Et éviter que le bateau penche de trop. Et donc eux ils dorment du coup dans un pouf. Mais sur un IMOCA, on dort dans une bannette comme ça généralement. Et bon, c'est plutôt confortable. Généralement ils ont des matelas. Généralement ils mettent des matelas à mémoire de forme, donc qui a épousé la forme de leur corps. Parce que comme je vous dis, hein, le sommeil c'est tellement important. Je vous ai pas montré, mais sur Massif, par exemple. Sur Massif, on voit un petit peu là la bannette. Bah, la bannette, elle l'entoure complètement. Alors lui, c'est une bannette fixe. C'est tout au centre. Il n'y a rien qui est amovible en fait là-dedans. Je vous montrerai après aussi les tables à cartes. Normalement, il y a beaucoup de tables à cartes qui sont amovibles. Là, il n'y a rien qui est amovible. Tout est toujours au même endroit. Mais on voit que ça ne l'empêche pas d'être performant. Et du coup, Charlie a même une forme pour sa tête. Pour vous dire à quel point il est protégé et il est bien, quoi. Et on voit les ceintures qui lui permettent d'être maintenu quand il y a de la mer. Donc voilà une bannette. Je vous montre une autre bannette sur un autre bateau. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Quand il n'y a pas de matelas dessus. Et je crois que... Voilà, une toile. Voilà, c'est pareil, c'est une bannette. Donc voilà à quoi ça ressemble une bannette. Quand sur les bateaux en équipage, par exemple les ultimes, généralement il y a plusieurs bannettes l'une au-dessus de l'autre. On met 2-3 bannettes l'une au-dessus de l'autre. Il n'y a pas autant de bannettes que de personnes à bord, vu que tout le monde n'a pas sa propre bannette. Ça s'échange en fait. Au moment où il y a échangement de quart, bah, en fait, l'équipier qui descend et qui va être en quart de sommeil, qui va pouvoir aller se reposer, bah, va prendre la bannette de quelqu'un qui est en train de dormir. Donc tout le monde n'a pas une bannette. Il y a pas... Par exemple, s'il y a 8 équipiers à bord, il n'y a pas 8 bannettes. Parce que sinon, ça pèserait beaucoup trop lourd. Donc voilà un petit peu pour le sommeil avec les bannettes. Et... ah, ça c'est pour la suite. Et il y a un autre truc où on peut dormir. C'est des matelas dans des petits endroits comme ça. C'était un peu à l'ancienne. Ça, c'était à l'ancienne. Hein. Sur des bateaux de course. Par exemple, sur le bateau Critère 8. Sur Critère 8, c'est encore des trucs comme ça. Et je sais que Wilfried dort des fois là-dedans pendant la route du Rhum. Et des fois, il dort en bas de sa descente sur un pouf. Ça dépend des moments. Mais voilà pour le sommeil en course, en mer, pour les coureurs, que ce soit du Vendée Globe ou de toute autre course au large. On passe à un deuxième point important sur un bateau, c'est l'hygiène. Alors, sur les bateaux de croisière, vous avez ça en toilette. Donc c'est pas très compliqué.
C'est comme un toilette à terre, sauf qu'il y a une pompe ici et il faut pomper à la main. Voilà. Sauf que ça pose plusieurs soucis. C'est qu'il faut embarquer une quantité d'eau pour ça, ou un désalinisateur, mais du coup c'est de l'eau qui est gâchée pour ça. Il faut un passe-coque ou une cuve pour récupérer, voilà, vous m'avez compris. Sur un bateau de course, les toilettes, c'est ça. Voilà les toilettes d'un bateau de course. C'est littéralement ça, un seau. Mais c'est les toilettes, mais c'est aussi la douche. Alors, c'est pas le même. Généralement, c'est pas le même. C'est un peu dégueulasse. C'est pas le même. Après, c'est un peu dégueulasse. Normalement, pour les besoins, on va dire, il y a ça aussi. Donc, on met ça dans le seau. On fait ce qu'il y a à faire. On ferme le sac. Voilà. Et on balance par-dessus bord. Je précise, c'est un sac biodégradable. Donc, en amidon, je sais pas quoi. Enfin, voilà. C'est un sac biodégradable, donc on peut le jeter par-dessus bord, ça pollue pas. Voilà, je préfère préciser quand même les choses. Les skippers font quand même attention à leur environnement. Et du coup, ils ne balancent pas du plastique en pleine mer. Et non, ils mettent un sac biodégradable. Alors, généralement, il y a certains bateaux aussi où c'est un... Soit il y a un seau dans un entourage en carbone, où on peut mettre le seau pour que ce soit un peu plus stable. Soit c'est directement un seau en carbone. Ils vont jusqu'à faire des seaux en carbone parce que le carbone c'est plus léger que le plastique. Donc ils font des seaux en carbone. Et en plus l'avantage de faire un seau en carbone, c'est qu'ils peuvent même potentiellement le crocher à un endroit dans le bateau. Parce que bah vous imaginez sur les bateaux les IMOCA à foil, comme je disais ça plante souvent. Si pendant que tu es en train de faire ton truc ça plante, voilà c'est pas génial. Donc des fois, il y a soit un seau directement fait en carbone et on met un sac plastique biodégradable dedans. On fait le truc et on balance. Soit il y a un entourage en fait en carbone. On met le seau dedans, on met le sac plastique biodégradable, on fait le truc et après on balance le sac plastique biodégradable à la flotte. Donc c'est une des deux possibilités. C'est une des deux possibilités. Alors du coup on fait ça parce que bah, ça pèse moins lourd. Et parce que ça fait pas de trou dans la coque. Parce que si on fait un renvoi directement des déchets à la flotte via un passe-coque, bah ça fait un trou dans la coque. C'est chiant les passe-coques, c'est vraiment chiant pour ces passe-coques. Donc du coup on essaye d'éviter au maximum. Donc voilà. Voilà pour les toilettes. Et pour la douche du coup. Bah pour la douche c'est des lingettes pour bébé. Voilà. La douche, on fait de lingettes pour bébé. Tout simplement. Parce que dans les mers du Sud, par exemple, où il fait froid, le seau, je veux bien, mais... Voilà. L'eau est fraîche. Sauf si tu l'as fait un peu chauffer avec ton réchaud. Mais c'est compliqué. Se laver à l'eau de mer, c'est compliqué. Donc, on se lave à la lingette pour bébé. On fait une petite lingette comme ça. Après, quand on est dans les eaux plus chaudes, on peut se laver à l'eau de mer. Ou même dans le poteau noir, où on est au niveau de l'équateur, la pluie, enfin il fait tellement chaud qu'on peut se mettre sous la pluie qui tombe. Et ça fait limite du bien quoi. Et donc du coup, on peut faire se laver dehors sur le pont. Que ce soit en solitaire ou en équipage. Hein. Ça, il n'y a pas de... De toute façon, ces bateaux-là, on va être très honnête, ces bateaux-là, si vous êtes pudique, c'est mort pour vous. Il y a zéro pudeur sur un bateau comme ça. Il y a vraiment zéro pudeur sur un bateau comme ça parce qu'il n'y a aucun moyen de se cacher. Il n'y a aucun moyen de se cacher. Ça c'est pour après. Mais voilà un petit peu comment on fait ses besoins et comment on se lave sur un bateau. Alors on peut aussi se lave aussi au seau, comme je disais. On prend de l'eau de mer. Alors, prendre de l'eau de mer quand on avance, compliqué. Faut mieux en fait attendre qu'il y ait des paquets de mer qui passent et récupérer comme ça. Ou se mettre sous les paquets de mer quand on est dans les zones chaudes. Parce qu'à la vitesse où vont les IMOCA, c'est impossible de mettre un seau à l'eau. Sur un petit bateau, c'est possible. On peut mettre le seau dans l'eau, récupérer de l'eau et se laver. Là, quand on est sur un IMOCA, non. Les bateaux vont à 20 nœuds. Tu mets le seau dans l'eau, le seau il t'arrache la main et ça part quoi. Donc c'est impossible. Après, il y a une autre solution. J'ai pas parlé pour les toilettes. C'est de faire par-dessus bord, mais je le déconseille très fortement.
je le déconseille très fortement parce que bah, il y a un risque de tomber à la flotte. Et tomber à la mer en solitaire, c'est la mort. Et tomber à la mer en équipage, c'est pas forcément la mort, mais t'es mal barré quand même. Donc je déconseille le par-dessus bord. Et un seau en vrai, c'est bien. Un seau, c'est vraiment bien. Voilà un petit peu pour les toilettes à bord. Et la douche. Maintenant, une autre chose très importante. Comment on mange et comment on boit sur un bateau. Bah, faut savoir que les skippers embarquent très peu d'eau au départ. Ils en embarquent quand même un petit peu au cas où. Mais ils en embarquent très peu parce que à bord, ils produisent leur eau avec ça, un désalinisateur. En fait, ça aspire de l'eau de mer. L'eau passe dans des filtres, puis dans un autre filtre ici. Et à la fin, en fait, le sel est enlevé et il y a de l'eau douce à la fin. Et donc ça produit, je crois, 7 litres par jour environ. Donc il faut être très économe. Mais ça permet de ne pas embarquer très peu d'eau à bord. Il y a certains skippers qui emportent quand même des petites boissons peut-être un peu sucrées pour le plaisir et tout ça. Et je connais même un skipper, je ne dirai pas son nom, il y a une soda stream à bord. Voilà, je ne dirai pas son nom, mais j'ai eu l'info par laquelle il avait une soda stream à bord. Et comment ils font leur nourriture? Et bien en fait, déjà avoir de l'eau c'est très important parce que vous allez voir que leur nourriture en fait, ils la font donc avec un jet boil. Alors, un jet boil, c'est ça. C'est un petit réchaud comme ça. Et vous avez un petit réchaud comme ça, ce qu'on appelle sur cardan. Je vais vous montrer là. Voilà. Le cardan ici. Vous voyez là en fait ça fait un petit tube. Et en fait ce tube il peut tourner dans tous les sens. Et donc ce qui fait qu'en fait le jet boil et le réchaud à gaz est toujours à la verticale par rapport à la gravité. Et donc du coup ça évite d'aller mettre une flamme à un endroit où il faut pas. Et ça évite aussi que le gaz se déplace de trop. Et de pouvoir récupérer tout le gaz. Et surtout ça évite que tout se... ça évite aussi que ça tombe. Et que le jet boil tombe et voilà. Et aussi bah, du coup que le contenu qui est à l'intérieur, même s'il y a un capuchon par-dessus, ça évite que le contenu qui est dedans tombe aussi. Voilà. Donc leur nourriture, ils la font avec ça. Vous dites, bah, attends mais on peut pas mettre grand chose là-dedans. Bah en fait, leur nourriture, c'est ça. C'est ce qu'on appelle de la nourriture lyophilisée. Alors au début de la course, généralement ils embarquent un peu de nourriture fraîche, des fruits. Clarisse par exemple embarque des pamplemousses. Alors je crois qu'elle en a encore d'ailleurs. Mais ils embarquent quelques fruits frais pour le plaisir. Parce que c'est important de se faire plaisir sur un tour du monde. Mais par exemple sur des courses plus courtes, ils embarquent que ça. Ils embarquent que des plats lyophilisés. Donc c'est de la nourriture mais en fait qui est desséchée. Et donc ils font chauffer leur eau. L'eau ils la mettent là-dedans. Ils font bouillir l'eau. Et une fois que l'eau elle est chaude, on met ça dedans. On touille. Et la nourriture se reforme en fait. Alors maintenant ça s'est vachement amélioré. À une époque c'était de la bouillie les trucs. Maintenant ça c'est, vous voyez, c'est quand même vachement amélioré. Et petite chose, pour ceux comme moi qui sont végétariens, il y a même des plats lyophilisés végétariens. Donc ça c'est plutôt sympathique. On peut vraiment, il y a un tas de choses à faire. Il y a beaucoup de nourriture. Là, en plus la nourriture vraiment c'est vraiment amélioré en lyophilisé. Avant c'était vraiment dégueulasse, hein, ce que je vous disais avant, les skippers disaient tous c'était immangeable, c'était dégueulasse. Maintenant ça s'est quand même vachement amélioré. Il y a un autre truc qu'ils font aussi, et ça généralement c'est quand même assez réservé aux... Ouais, c'est pour du plaisir mais c'est aussi pour les fêtes. Par exemple sur le Vendée Globe ils passent Noël le jour de l'an en mer. Donc du coup ils aiment bien quand même avoir un petit peu des mets de fête. Genre du foie gras, genre... je sais pas, ils peuvent mettre plein de trucs. Et donc pour ça il faut du foie gras, tu vas pas le tenir dans un bateau à l'air libre. Sinon il sera pas bon au moment de Noël. Et donc ils le mettent sous vide. Ils mettent leur nourriture sous vide. Voilà, comme là en fait on voit là quelques nourritures sous vide. Donc il y a des machines pour ça. Et donc ils mettent leur nourriture sous vide. Et ça leur permet de maintenir cette nourriture mangeable jusqu'à très longtemps en fait. Jusqu'à très longtemps. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'ils mangent à bord des bateaux. Donc ils mangent des plats lyophilisés ou de la nourriture sous vide. Après ils ont aussi quelques petits bonbons, quelques petits plaisirs hein, à côté. Mais
Mais la nourriture importante, on va dire, c'est de la nourriture sous vide ou lyophilisée. Plutôt lyophilisée sur les courses courtes. Sur les courses longues, un peu de nourriture sous vide pour le plaisir. Et pour l'eau, bah, c'est un désalinisateur. Le désalinisateur qui leur produit du coup l'eau pour la nourriture, pour boire. Et bah, potentiellement pour la douche, enfin pour se laver rapidement s'ils veulent prendre une petite douche chaude rapidement quoi. Mais comme je vous disais, c'est à peu près je crois 7 litres d'eau par 24 heures. Donc ça fait pas beaucoup. Et il faut mieux garder l'eau pour manger et boire, ce qui est vraiment des besoins essentiels. Et comme je vous ai montré, l'hygiène, on peut faire ça avec des lingettes pour bébé. Alors les skippers, que ce soit les skippers du Vendée Globe ou les skippers d'autres courses, passent beaucoup de temps à la table à cartes. Là je vous montre des tables à cartes d'IMOCA pour vous montrer un peu l'évolution des tables à cartes en IMOCA. Là par exemple on a la table à cartes d'un IMOCA de 2008. Donc vous voyez avec table à cartes centrale avec une couchette en dessous ici. L'IMOCA massif avec une table à cartes fixe au centre du bateau à l'arrière, donc dans la studette à l'arrière. Là, sur Arca Paprec, une table à cartes fixe aussi, avec 2 écrans, un de chaque côté. Mais une zone de vie complètement abritée ici. Et du coup, table à cartes comme ça. Et bah, on avait à une époque, alors on a encore maintenant aussi, mais à une époque on avait quasiment que ça. C'était des tables à cartes amovibles. Alors voilà, une table à cartes amovible. Donc là c'était Alan Roura à l'époque de la fabrique, donc sur le dernier Vendée Globe, dans le Vendée Globe 2020. On voit que la table à cartes en fait elle peut passer d'un côté à l'autre du bateau en fonction de la gîte. C'est-à-dire qu'on se met toujours en haut, sur la partie haute du bateau, donc ce qu'on appelle au vent. Et donc du coup on pouvait tourner la table à cartes. Donc là c'est une table à cartes très minimaliste. Mais on peut tourner la table à cartes. Et c'est encore sur pas mal de bateaux hein. Il y a pas beaucoup de bateaux où on a mis enfin, à ma connaissance il y en a, c'est pas encore majoritaire les tables à cartes fixes. Ça va peut-être le devenir parce que c'est devenu tellement dur sur ces bateaux que le moindre, on essaie de s'économiser un petit peu. Donc si on n'a pas à faire ça, ça arrange quoi. Et en vrai centrer les poids ça commence à devenir intéressant en plus. Donc on voit, là par exemple là c'est une table à cartes fixe. Ça c'est sur le bateau qui est actuellement à Justine Métro. La table à cartes amovible. Alors on a l'impression qu'elle est fixe mais j'ai l'impression de la voir ici qu'elle peut tourner un petit peu quand même. Donc ça c'était ça c'est le bateau actuel de d'Arnaud Boissière. Donc voilà. Donc on a des tables à cartes amovibles. Savoir que c'est l'endroit où les skippers passent le plus clair de leur temps. Passent énormément de temps devant leur table à cartes pour faire la météo, pour envoyer leurs vidéos, pour appeler leurs proches, pour faire plein. Il y a plein de trucs qu'ils font à ce moment-là. Donc c'est là où ils passent énormément de temps. C'est la table à cartes. Donc vous pouvez voir ici. Et donc je peux vous montrer là sur un ultime. Je peux vous montrer sur un ultime un peu comment c'est foutu. Alors comment c'était foutu. Maintenant c'est un petit peu différent. Mais voilà, là c'était sur le trimaran massif à l'époque de François Gabard. Donc c'est l'actuel actual. Donc vous voyez c'est un petit peu. Ça ressemble un petit peu à la studette de massif. De l'IMOCA massif. Vous voyez avec la couchette ici. Et la table à cartes de l'autre côté quoi. Voilà. Et c'est juste la différence avec les ultimes actuels. C'est que la zone de vie elle est en avant. Et en gros vous avez c'est juste inversé quoi. Et généralement vous avez la table à cartes qui est tout à l'avant en fait du cockpit. Et pareil sur si je vous montre sur l'ultime Sodebo. Voilà, sur Sodebo, vous voyez là, c'est l'appareil, c'est l'avant du bateau en fait. Donc Sodebo, la zone de vie est à l'avant du bateau. Et vous voyez la table à cartes qui est juste là, avec la bulle ici pour pouvoir voir l'avant du bateau. Voilà. Et c'est à peu près la même chose sur Gitana, sauf que le cockpit est en arrière du mât. Mais sinon c'est à peu près la même chose. Et pour finir sur ces tables à cartes, en Ocean 50, donc il y a un trimaran plus petit, soit elle est dans la zone ici, donc sur les bateaux qui ont des cockpits assez fermés, elle est ici généralement la table à cartes, ou dans une zone de vie à l'arrière. Ou alors si c'est un cockpit ouvert, les bateaux à l'ancienne,
Mais en fait, la table à cartes, elle est à l'intérieur du bateau, dedans, mais c'est pas une table à cartes amovible. Tout est assez fixe dans ces bateaux. Et donc la table à cartes est dans le bateau. Et des fois, vous avez aussi un renvoi dans le cockpit, parce que vous avez quand même une petite bulle. Et donc des fois, il y a un écran d'ordinateur qui est mis là, pour pouvoir quand même faire de la météo sur le pont. Mais sinon, vous avez aussi une table à cartes à l'intérieur du bateau, avec la couchette et tout dedans. Et du coup, on va finir par où vivent les skippers. Alors, on va prendre l'exemple des IMOCA, mais un peu toutes les classes prennent le même chemin. Même la classe 40 commence à prendre le chemin. Il y a juste les mini 50 pour l'instant qui n'en prennent pas le chemin. Mais sinon, toutes les classes commencent à prendre le chemin. C'est le chemin de vivre à l'intérieur de son bateau. Mais l'intérieur de son bateau est devenu le cockpit, est devenu la zone de manœuvre en fait. On regarde sur les vieux IMOCA, vous voyez, la zone était complètement ouverte à l'arrière. Ce qui faisait les skippers passaient beaucoup de temps à l'intérieur. Ce qui faisait qu'on avait souvent des grandes vitres. Mais on ne pouvait pas manœuvrer depuis l'intérieur. Il fallait sortir. Donc quand on devait sortir, il devait s'habiller chaudement. Et du coup, niveau perf, c'était pas génial. Après, on a commencé à faire des cockpits qui pouvaient se refermer un petit peu, mais c'était pas encore génial. Et donc, on avait encore des cockpits grands. Ça vivait encore beaucoup à l'intérieur. Ensuite, on a commencé à mettre des bulles à l'extérieur pour dire... Mais on l'avait déjà sur Gitana. Mais là, on met des bulles à l'extérieur pour essayer de rester à l'extérieur. Mais il y a quand même toujours la colonne de winch à l'extérieur. Donc, on se prend toujours de l'eau sur la tête. Donc, il faut toujours s'habiller plus chaudement pour aller dehors. Et par la suite, on a fait des cockpits fermés, massifs, avec son cockpit totalement fermé. Alors, il y a eu d'abord Apivia, il y a eu Hugo Boss. Mais là, on prend des bateaux de la génération de maintenant. Maintenant, les skippers vivent là-dedans. Là, il y a la studette. Et là, il y a la zone de manœuvre. En fait, ils vivent tout le temps à l'intérieur. Ils font juste quelques manœuvres à l'extérieur. Mais sinon, ils sont tout le temps à l'intérieur. Comme on peut le voir là. La studette, elle est là. Donc, en fait, Charlie, il dort là. Il fait sa météo là. Il fait ses manœuvres là. Il ne sort jamais. À part pour aller changer une voile à l'avant. Et bon, on a le cas aussi assez extrême. Hein. Arkea, Paprika Arkea. Avec tout. Alors, lui, c'est vraiment tout au même endroit. On voit la zone de manœuvre, de vie. Tout est là, en fait. Et on peut voir une photo de l'intérieur. On voit les zones. Normalement, je crois que ces couchettes, elles sont ici. Enfin voilà, tout est fait au même endroit. Tout est au même endroit. Et donc les skippers maintenant vivent à l'intérieur. Mais c'est plus un problème pour la performance. Puisque les manœuvres se font elles aussi de l'intérieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et je remercie encore tous ceux qui s'abonnent, qui se sont déjà abonnés à cette chaîne. Vous êtes les meilleurs. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Je vous adore. Vous êtes les best. Et du coup, si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes. Ou pour un live sur Twitch et YouTube. YouTube Tutorial la chaîne. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.